La main de la capitaine Sarah Mitchell se figea sur la poignée de la porte de son Apache quand le major Robert Gaines s'interposa brusquement devant elle. Sa voix fendit l'air glacé de l'aube avec une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Debout dans sa combinaison de vol, le casque serré contre son bras, Sarah incarnait l'image même du pilote militaire. Derrière Gaines, 3 aviateurs observèrent la scène, leur sourire à peine contenu se mêlant à la vapeur de leur tasse de café fumant dans l'air sec du désert. Mitchell figurait sur la liste des pilotes pour l'exercice Thunderstrike. Depuis des semaines, elle s'était préparée avec rigueur, mémorisant chaque détail, répétant chaque procédure. Elle était arrivée 45 minutes en avance afin de passer en revue son appareil. L'Apache à ses côtés était prêt, réservoir plein, système vérifié, tout au vert. Mais cela ne comptait pas pour les hommes qui lui barrèrent la route. Gaines s'approcha encore, sa voix lente, calculée, lourde de sous-entendus. Cet exercice, rappela-t-il, simulait un véritable combat. Tactique réelle, situation réelle. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un pilote susceptible de perdre ses moyens dans l'intensité de l'action. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un poison invisible. Autour d'eux, le plus avancé des hélicoptères d'attaque jamais conçus attendait, ses moteurs éteints, ses armes au repos. 2 ans durant, Mitchell avait appris à dompter cette machine. Elle avait gagné ses ailes de pilote, franchi tous les obstacles, surpassé chaque standard. Pourtant, dans le regard des hommes, elle n'était pas une professionnelle. Elle représentait un danger. Ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que 6 heures plus tard, quand tout basculerait dans le chaos, Sarah Mitchell deviendrait la seule à prouver leur erreur. Et une générale 4 étoiles serait témoin d'un exploit qui redéfinirait à jamais l'aviation militaire. Avant de rentrer dans le récit, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager en commentaire d'où vous nous suivez. Merci. Depuis des décennies, Fort Bragg, en Caroline du Nord, représentait le cœur battant de l'aviation de l'armée américaine. Ses pistes immenses, ses hangars et ses installations d'entraînement avaient forgé des générations entières de pilotes. Mais ce matin-là, dans l'obscurité précédant le lever du soleil, la base vibrait d'une agitation inhabituelle. Thunderstrike n'était pas une mission d'entraînement ordinaire. C'était une épreuve destinée à repousser à leurs limites aussi bien les appareils que leurs équipages. Sur la ligne de vol, 6 AH-64 Apache se dessinaient dans la lumière des projecteurs, leurs silhouettes acérées projetant des ombres nettes contre les façades des hangars. Ce n'étaient pas de simples hélicoptères, c'était de la haute technologie à 30 millions de dollars pièce. Armés de missiles Hellfire, de canons de 30 pieds-mètres et de capteurs capables de détecter une cible à plusieurs kilomètres, ils étaient, entre de bonnes mains, les armes les plus redoutables du ciel. La capitaine Mitchell avait consacré 2 ans de sa vie à maîtriser ces engins. L'école de pilotage de Fort Bragg avait été impitoyable. 18 mois de formation intensive, dont plus de la moitié des élèves étaient éliminés. Elle avait terminé 3e de sa promotion, grâce à un mélange de talent inné et de détermination inflexible. Mais ce diplôme n'était qu'une étape. Le véritable test commençait dans les unités opérationnelles, là où la théorie se heurtait à la dure réalité de la culture militaire. Arrivée sur sa base actuelle 6 mois plus tôt, Mitchell brûlait d'impatience de prouver sa valeur dans une unité de combat. Mais elle découvrit bien vite que ses premières batailles n'avaient rien à voir avec l'ennemi. Les pilotes d'Apache de l'escadron formaient une élite soudée, aguerrie par des missions en Irak et en Afghanistan. Tous des hommes, tous respectés. Et tous, dès son arrivée, lui firent sentir qu'elle n'était pas la bienvenue. Pas d'hostilité ouverte, les règlements militaires interdisaient ce genre d'attitude, mais 1000 petites manières de l'écarter. Des plannings qui oubliaient son nom, des briefings où sa voix n'était jamais entendue, et des affectations cantonnées à des vols de transport banals, tandis que les autres prenaient part au scénario de combat avancé. Le plus réfractaire était sans doute le major Robert Gaines, officier des opérations du groupe. Pilote décoré, vétéran de 3 campagnes, il bénéficiait d'un respect incontesté. Sa parole pouvait sceller ou briser une carrière. Et il avait laissé entendre, sans jamais le dire explicitement, que Mitchell devrait prouver au-delà de toute mesure qu'elle avait sa place. Selon lui, piloter en zone de combat demandait une qualité particulière,
quelque chose qu'il considérait qu'elle n'avait pas. Durant 6 longs mois, Sarah avait patienté, observé, analysé les manœuvres de ses camarades, mémorisé leurs méthodes. Elle attendait son heure, convaincue que le moment viendrait où elle pourrait leur montrer qu'elle méritait sa place parmi eux. L'exercice Thunderstrike devait être l'occasion tant attendue. Le plan de mission exigeait la participation de tous les pilotes disponibles, y compris la capitaine Sarah Mitchell. Le scénario était d'une complexité redoutable, une opération de sauvetage simulée en territoire hostile, nécessitant une coordination millimétrée entre plusieurs appareils et unités au sol. Mitchell s'y était préparé des semaines durant, étudiant chaque détail, mémorisant la topographie, répétant les manœuvres tactiques jusqu'à ce qu'elles deviennent réflexes. Comme toujours, elle s'était présentée en avance, 45 minutes avant l'heure, sa checklist achevée avec une rigueur irréprochable. Pourtant, au moment où les autres pilotes se regroupaient près de leur machine, elle comprit qu'elle était encore une fois mise à l'écart. Le major Robert Gaines éleva la voix. Mitchell ne volerait pas. Prétexte invoqué, des problèmes techniques sur son appareil. Sarah jeta un regard vers son Apache, celui qu'elle avait soigneusement inspecté un peu plus tôt. Tout était en ordre. Les systèmes affichaient le vert. Les registres d'entretien ne révélaient rien d'anormal. La seule panne était ce mensonge destiné à la clouer au sol. Autour d'eux, les autres pilotes échangèrent des regards furtifs. Certains semblaient gênés par cette supercherie trop évidente, d'autres affichaient un soulagement à peine dissimulé. Ils n'auraient donc pas à voler avec elle. Aucun ne dit un mot. Mitchell resta seul sur le tarmac, tandis que les 6 Apaches faisaient rugir leurs turbines. Le sifflement caractéristique emplissait l'air, couvrant toute conversation. Un à un, les hélicoptères s'élevèrent, soulevant des tourbillons de poussière avant de disparaître vers la zone d'exercice. Elle les suivit des yeux, partagés entre colère et détermination, ce mélange amer qui l'accompagnait désormais à chaque instant. Derrière elle, les équipes techniques continuaient leur routine, l'ignorant volontairement. Aucun d'eux ne se doutait que 3 heures plus tard, au cœur de Thunderstrike, tout basculerait. Panne en série, communication rompue, vie en danger. Et la seule pilote capable de sauver la mission serait précisément celle qu'ils avaient laissée de côté. Le premier signe d'alerte survint à 0,47. La voix de Gaines, transmise depuis la zone d'entraînement à près de 60 miles, résonna sur les ondes, plusieurs appareils abattus. Mitchell, resté au hangar à consulter des manuels techniques, se figea. La radio grésilla sous un flot de messages alarmants. Plusieurs hélicoptères au tapis. Des blessés réels, pas des figurants. L'exercice venait de se transformer en véritable urgence. Le silence tomba sur l'atelier. Les mécaniciens cessèrent leur travail, suspendus aux communications. Sarah s'approcha du poste radio, le cœur battant, absorbant chaque rapport. 2 Apaches avaient subi des défaillances mécaniques lors de manœuvres à basse altitude. L'un avait pu se poser d'urgence dans un terrain accidenté, son équipage blessé mais vivant. L'autre s'était écrasé au fond d'un ravin, ses pilotes prisonniers de la carcasse. Sur le terrain, les troupes au sol étaient dispersées, certaines secourant déjà des blessés, d'autres poursuivant l'exercice faute d'avoir reçu contre-ordre. Le chaos des fréquences et protocoles désorganisés paralysait toute coordination. La voix ferme du commandant de base s'imposa enfin, réclamant l'alerte générale et tous les appareils disponibles. Ce n'était plus un exercice, des vies étaient en jeu. Il fallait des évacuations médicales immédiates. Mitchell balaya le hangar du regard. Les 6 Apaches de l'opération étaient hors d'état de vol, écrasés ou immobilisés. Les autres hélicoptères de la base, soit en maintenance, soit déployés ailleurs. Les appareils de secours médical les plus proches se trouvaient à plus d'1 heure et demie de vol, sauf un. Dans un coin du hangar trônait un AH-64 Apache, retiré de la liste de missions pour soi-disant problèmes techniques. C'était le même appareil que l'on avait interdit à la capitaine Sarah Mitchell de piloter. Elle s'en approcha d'un pas décidé, ses yeux exercés scrutant chaque recoin à la recherche du moindre défaut. Rien. Les registres d'entretien indiquaient des inspections de routine, toutes validées, toutes nulles signées. L'hélicoptère était en parfait état, opérationnel, armé, ravitaillé. La seule chose qu'il avait maintenue au sol jusque-là, c'était un mensonge. Un mécanicien s'approcha, hésitant.
Cet oiseau est prêt depuis ce matin, admit-il à voix basse. Si vous pensez à ce que je pense, je peux le lancer en moins de 5 minutes. Pendant ce temps, la radio crépitait de plus en plus. Nouveaux blessés, priorités contradictoires, voix tendues de désespoir. Le commandant de la base s'efforçait de coordonner plusieurs évacuations avec des moyens clairement insuffisants. Mitchell n'hésita plus. Elle ordonna au mécanicien de préparer l'Apache, réservoir plein, armement complet. Elle aurait besoin de tout ce que la machine pouvait offrir. Tandis que le technicien courait vers l'appareil, Sarah fonça à l'armurerie. Elle enfila son équipement, ajusta son casque, connecta ses systèmes de communication. Chaque geste était fluide, automatique, fruit de centaines d'heures d'entraînement. Derrière elle, l'Apache s'éveillait, son moteur émettant ce sifflement puissant et unique, la voix d'une machine conçue pour la guerre. Mais ce jour-là, elle servirait à sauver des vies. Mitchell s'installa dans le siège du pilote. Ses mains parcoururent les commandes avec une précision rodée. Vérification de vol, systèmes armement, diagnostics finaux. Tout devait être parfait, car la moindre erreur serait fatale. Elle transmit alors à la tour une demande d'autorisation immédiate de décollage. Silence à la radio. Puis la voix du commandant, troublée mais urgente, il demandait son identification. Tous les appareils de Thunderstrike étaient déjà comptés, affirma-t-il. Mitchell s'identifia et expliqua qu'elle se trouvait aux commandes de l'hélicoptère soi-disant en maintenance. Elle demandait la permission de participer aux opérations de sauvetage. Une longue pause suivit. Elle imaginait déjà les débats fébriles dans la tour, les règlements, les hésitations, les regards échangés. La réponse finit par tomber, sèche et catégorique. Mission non autorisée, retour immédiat au hangar. Sarah leva les yeux vers la piste déserte, puis vers le poste radio, d'où s'élevaient toujours les appels désespérés. À 60 miles de là, des pilotes étaient niais blessés, peut-être mourants. Des soldats attendaient un soutien qui ne viendrait pas à temps. Elle pensa à ces mois d'exclusion, à ces murmures sur son incompétence supposée, à cette lutte constante pour prouver sa valeur. Tout cela semblait désormais dérisoire face à la vie de ses camarades. Elle transmit un dernier message à la tour. Elle partait. Cet appareil était le sien, et la décision aussi. Elle tira sur le manche collectif, et l'Apache quitta le sol dans un rugissement de turbine. Derrière elle, la base s'embrasait de confusion et de colère. Devant, 60 miles de désert, une mission de sauvetage complexe et la possibilité de montrer, mais surtout de sauver. Pourtant, elle n'y pensait plus comme à une revanche. Sa seule préoccupation était d'aider ses frères d'armes et de rester fidèle au serment qu'elle avait prêté, servir et protéger, quoi qu'il en coûte. L'Apache grimpa dans le ciel de Caroline du Nord, emportant avec lui la pilote vers ce qui deviendrait le vol le plus important de sa carrière et l'une des opérations de sauvetage les plus marquantes de l'histoire de l'aviation militaire. La zone d'entraînement de Thunderstrike s'étendait sur près de 100 km² de nature sauvage, forêts épaisses, éboulis rocheux, vallées étroites, un terrain idéal pour un entraînement réaliste et pour des accidents catastrophiques. Mitchell filait vers le chaos à pleine vitesse, ses turbines hurlant dans l'air du matin. Sur les ondes, la situation se dégradait toujours. Les fréquences se chevauchaient, transmettant simultanément des appels de blessés, des rapports de panne mécanique et des ordres contradictoires. Sarah écoutait attentivement, reconstruisant mentalement une carte du désastre, tandis que son hélicoptère avalait les kilomètres qui la séparèrent de la zone de crise. Les rapports affluaient, plusieurs blessés à différentes coordonnées. Les équipes au sol continuaient de subir des tirs simulés d'armes légères dans les secteurs où l'exercice restait actif. Des carcasses d'hélicoptères jonchèrent le terrain, avec des équipages coincés à l'intérieur, disséminés sur une zone déjà difficilement praticable en temps normal. C'est alors que l'entraînement de la capitaine Sarah Mitchell prit le dessus. Les autres pilotes étaient compétents, elle les avait observés pendant des mois, mais ils raisonnaient en combattant. Elle, en ce moment, pensait à la fois comme aviatrice de guerre et comme coordinatrice de sauvetage. En atteignant la zone, elle comprit immédiatement pourquoi les secours piétinaient. Le relief était impitoyable. Vallée si étroite qu'aucun hélicoptère ne pouvait s'y poser, forêt épaisse brouillant les communications, falaises rocheuses compliquant la navigation. Les épaves dispersées demandèrent à chacune une approche différente. Mais depuis son poste d'observation, à 2000 pieds d'altitude, Sarah percevait ce que les troupes au sol ne voyaient pas,
le schéma global du désastre et les priorités à établir. Elle s'imposa naturellement comme coordinatrice, exigeant de chaque unité des positions précises et des bilans de blessés, en commençant par les cas les plus critiques. La voix du major Robert Gaines éclata alors dans le flot radio, dur, chargé de colère et d'incrédulité. Ordre formel de rentrer à la base. La réponse de Mitchell fut brève, sans détour. Elle était prête au combat. Et ils avaient besoin d'aide. L'orgueil attendrait. Ce qui suivit durant les 3 heures suivantes allait rester gravé dans la mémoire des aviateurs pendant des décennies. Sarah réalisa 8 missions de sauvetage distinctes, chacune repoussant les limites de ce que l'on croyait possible avec un hélicoptère. Sa première cible, Thunder Strike 4, écrasait dans un ravin étroit, son équipage prisonnier de la carcasse. Les forces au sol avaient atteint le site mais se trouvaient incapables d'extraire les pilotes blessés sans matériel lourd. Le terrain était impraticable, atterrir relevait de l'impossible, stationner en vol semblait suicidaire. Mais Mitchell entrevit une ouverture. Elle plongea son apache dans la gorge, les extrémités de son rotor effleurant presque la roche. La machine se cabrait sous l'air tourbillonnant, prête à se fracasser. Ses mains ne cessèrent de bouger sur les commandes, multipliant de micro-ajustements pour maintenir l'appareil stable dans des conditions défiant toutes les procédures. L'équipe au sol, médusée, observa l'hélicoptère tenir un vol stationnaire impossible, le temps d'accrocher les blessés à la ligne de sauvetage. L'espace entre les pales et les parois rocheuses se comptait en centimètres. La moindre erreur aurait anéanti l'équipage entier. Mitchell tint la position 1 minute exacte, puis tira sur la puissance. L'Apache, alourdi par sa précieuse charge, grimpa hors du ravin dans un effort violent, les pales frôlant à nouveau la roche, avant de jaillir à ciel ouvert. 2 vies arrachées à ce piège mortel. Mais ce n'était que le début. Au fil des heures, Sarah évacua des blessés accrochés à des falaises, fournit un appui-feu décisif aux troupes au sol et coordonna les secours sur toute la zone d'exercice. Chaque mission mobilisait une autre facette de son savoir-faire. Pilotage chirurgical, réflexion tactique, décision instantanée, toutes ces qualités qu'on lui avait prétendu incapable d'assumer sous pression. Elle prouvait le contraire, sauvetage après sauvetage. Le moment le plus spectaculaire survint lors de sa 7e mission. Un appel prioritaire provenant de Gaines lui-même. 4 blessés graves gisaient dans une clairière encerclée par des forces ennemies, simulant un tir nourri. Son Apache à lui se trouvait non loin, endommagé, mais encore opérationnel. Les blessés, eux, restaient exposés en plein centre du champ de tir. La situation se compliquait des règles de l'exercice. Certaines zones étaient encore classées combat, d'autres urgence médicale. Cette bureaucratie absurde bloquait les secours. La capitaine Sarah Mitchell prit le commandement tactique. Elle informa toutes les unités qu'elle allait nettoyer la zone et évacuer les blessés. Ce qui suivit redéfinit les limites du pilotage de précision. Elle lança son Apache dans la clairière à pleine vitesse, utilisant le canon de bord pour réduire au silence les positions ennemies simulées. Ces tirs étaient chirurgicaux, assez proches pour neutraliser la menace, mais suffisamment éloignés des blessés pour garantir leur sécurité. Sans jamais se poser, elle plaça l'appareil en vol stationnaire juste au-dessus des soldats au sol, pendant que son chef d'équipage descendait les câbles de sauvetage. Le souffle des rotors souleva un nuage de poussière qui servit de couverture supplémentaire, tandis que ses systèmes d'armes maintenaient les forces ennemies sous pression. En moins de 3 minutes, les 4 blessés furent extraits, sans qu'aucune nouvelle victime ne soit à déplorer. Alors qu'elle reprenait de l'altitude avec ses passagers, Mitchell distingua un petit convoi de véhicules approchant de la zone d'entraînement. Voitures officielles, drapeaux et insignes. Le genre de cortège réservé aux très hauts gradés. Parmi elles, une berline noire frappée de 4 étoiles. La générale Linda Morrison, commandante de l'aviation de l'armée, venait évaluer la situation en personne. Depuis son quartier général, elle avait suivi les communications radio. Ce qu'elle avait entendu dépassait l'imagination. Une seule pilote menant des missions de sauvetage complexes avec un niveau de maîtrise absent des manuels. Quand l'Apache de Mitchell approcha de la station médicale, avec son 4e chargement de blessés, la voix de la générale résonna dans les écouteurs. Elle suivait ses opérations, dit-elle. Travail impressionnant. La réponse de Sarah fut posée, professionnelle. Je ne fais que mon devoir. Linda Morrison pilotait des hélicoptères depuis 30 ans.
Jamais, affirma-t-elle, elle n'avait vu une telle démonstration de talent. Elle exigea de rencontrer la pilote dès son atterrissage. Mitchell se posa à la station médicale, son Apache gémissant, après plus de 3 heures de vol ininterrompu. En descendant du cockpit, la combinaison trempée de sueur, elle aperçut la générale qui s'avançait entourée de son état-major. Derrière elle se tenaient Robert Gaines et les autres pilotes de Thunderstrike, ceux-là même qui, des mois durant, avaient mis en doute ses capacités, l'avaient écarté des missions et l'avaient empêché de voler ce matin-là. Leur regard avait changé. Ce qu'elle y lisait pour la première fois, c'était du respect. La générale Morrison s'arrêta face à Sarah, la détaillant avec l'œil aguerri d'une pilote qui reconnaît l'excellence. Ces mots eurent l'effet d'un coup de tonnerre. En 30 ans de carrière, elle n'avait jamais vu de pilotage d'hélicoptère aussi remarquable. Mitchell n'avait pas seulement sauvé des vies, elle avait redéfini ce que l'on croyait possible dans les opérations de sauvetage. Puis la générale se tourna vers Gaines et les autres. Ils venaient d'assister à l'avenir de l'aviation de l'armée. Sarah Mitchell incarnait, dit-elle, tout ce qu'il recherchait chez un pilote de combat. Compétence, courage, jugement et sang-froid sous pression. Enfin, elle fit l'annonce qui cloua tout le groupe dans le silence. Elle recommandait Mitchell pour une promotion immédiate et son affectation à l'unité d'aviation la plus prestigieuse de l'armée. Elle l'avait mérité. En entendant ces mots, Sarah éprouva un sentiment inédit dans sa carrière. Non pas seulement l'acceptation, mais la reconnaissance de ce qu'elle était réellement capable d'accomplir lorsqu'on lui donnait sa chance. Les hommes qui l'avaient méprisée comprenaient désormais qu'il s'était assez trompé, non seulement sur elle, mais sur ce qui définit vraiment un grand pilote. La salle de débriefing de Fort Bragg n'avait jamais accueilli pareille atmosphère, mélange de tension et d'admiration. 15 officiers étaient assis autour de la grande table de conférence, leurs visages exprimant tout un éventail d'émotions, émerveillement, gêne, parfois même honte. À l'avant, la générale Morrison dirigeait la séance, son aide projetant sur grand écran les données de vol. Chiffres et trajectoires racontaient les faits avec une précision mathématique. Mais le drame humain, lui, se lisait sur chaque visage présent. L'écran affichait la trajectoire de vol de la capitaine Sarah Mitchell, un enchevêtrement complexe de routes reliant crash, postes médicaux et points d'extraction. 8 missions distinctes, chacune exigeant des compétences différentes, toutes accomplies sans faute. La générale Linda Morrison entama alors son analyse de la journée. Mitchell avait volé 3 heures et 17 minutes sans interruption. Elle avait extrait 12 blessés d'un terrain que les manuels militaires considéraient comme inaptes aux opérations d'hélicoptère. Elle avait coordonné des secours sur près de 100 km² de relief accidenté, improvisant des solutions absentes de toute formation. Le pilotage de précision démontré ce jour-là dépassait largement les standards actuels. Ses décisions tactiques révélaient un sens du jugement qui, d'ordinaire, mettait des années à se former. Sa capacité à orchestrer plusieurs sauvetages simultanément sous une telle pression révélait un leadership qui surprenait même la générale. Puis Morrison aborda la question évidente. Mitchell n'était pas censé voler ce jour-là. On l'avait écarté sous prétexte de problèmes de maintenance qui, après enquête, n'existaient pas. Elle avait décollé sans autorisation pour une mission qu'on lui avait expressément interdite. Normalement, une telle insubordination aurait entraîné des sanctions disciplinaires. Mais ici, cette décision avait sauvé des vies. Plus encore, elle avait illustré exactement le type d'initiative et de jugement recherché chez les pilotes de combat. La générale passa à la diapositive suivante, une comparaison entre les performances de Mitchell et les références officielles. Les chiffres étaient saisissants. En moyenne, une mission de sauvetage durait 45 minutes entre l'appel initial et l'extraction. Mitchell avait tourné à 18 minutes. Les procédures imposaient un minimum de 15 mètres de marge dans les espaces confinés. Elle, ce jour-là, avait opéré avec des marges réduites à 15 cm. Morrison fixa Robert Gaines droit dans les yeux. Il avait affirmé que Mitchell n'était pas prête pour le combat, qu'elle ne saurait pas gérer la pression. Après une telle démonstration, la générale voulait entendre son avis. Gaines, le visage rouge, la gorge nouée, admit s'être trompé. Complètement. Ce que Mitchell avait accompli dépassait l'extraordinaire. Il se tourna vers elle, la voix emplie d'un respect sincère.
Il lui devait des excuses. Ses préjugés avaient obscurci son jugement. Ce jour-là, elle avait prouvé qu'elle n'était pas seulement prête, elle fixait désormais le standard. Les autres pilotes acquiescèrent. Les faits étaient indiscutables. Mitchell les avait surpassés tous, pas seulement par sa technique, mais aussi par ce discernement qui distingue les bons pilotes des grands. Un léger sourire se dessina alors sur le visage de Morrison, le premier depuis le début du briefing. Elle posa une question à Sarah. Elle savait qu'elle désobéissait aux ordres en décollant ce matin-là. Elle savait qu'il y aurait des conséquences. Pourquoi l'avait-elle fait ? Mitchell réfléchit un instant avant de répondre. Elle avait choisi ce métier pour servir les autres. À l'écoute des appels radio, des pilotes blessés, des vies en danger, elle n'avait pas pu rester passive. L'Apache était prêt. Elle aussi. Des vies dépendaient d'elle, tout le reste paraissait secondaire. C'était, conclut Morrison, exactement l'état d'esprit attendu d'un aviateur. La compétence technique comptait, certes, mais elle ne valait rien sans le courage de l'appliquer quand tout était en jeu. Puis vint l'annonce qui bouleversa la salle. La générale recommandait Sarah Mitchell pour la Distinguished Flying Cross, en reconnaissance de ses actions héroïques. Plus encore, elle lui offrait une place au 160th Special Operations Aviation Regiment, les légendaires Night Stalkers, l'unité la plus prestigieuse de toute l'aviation militaire. L'effet fut celui d'un coup de tonnerre. Le 160th SOAR, unité mythique, celle des missions impossibles, des meilleurs pilotes, le sommet absolu de l'aviation de combat. Être sélectionné là-bas représentait le rêve ultime de tout pilote d'hélicoptère. Sarah Mitchell venait de le décrocher en une seule journée. La capitaine Sarah Mitchell venait de gagner en une seule journée ce que beaucoup poursuivaient toute une carrière. Elle accepta l'offre avec une dignité tranquille, la voix ferme malgré l'ampleur de ce qui venait de se produire. La générale Linda Morrison hocha la tête, puis s'adressa une dernière fois à l'Assemblée. Ce qui s'était passé ce jour-là devait servir de leçon à tous. Le talent ne se présentait pas toujours sous l'apparence attendue. L'excellence ne se limitait ni au genre, ni à l'origine, ni à l'apparence. Ce qui comptait, c'était la compétence, le discernement et le courage d'agir quand l'action était nécessaire. Elle fixa tour à tour chacun des pilotes masculins. Pendant 6 mois, Mitchell avait tenté de leur prouver sa valeur, et pendant 6 mois, ils n'avaient pas choisi de l'ignorer. Ce jour-là, elle ne s'était pas seulement affirmée auprès d'eux, elle avait convaincu l'ensemble de l'armée. Morrison conclut, il était temps d'en tirer une leçon. Lorsque le briefing prit fin, les pilotes quittèrent la salle par petits groupes, leur conversation étouffée. Cette journée avait changé bien plus que la carrière de Mitchell. Elle les avait forcés à remettre en question leurs propres certitudes sur ce qui fait un grand pilote. Robert Gaines s'approcha d'elle alors qu'elle rassemblait ses documents. Il tenait à renouveler ses excuses, pas seulement pour cette journée, mais pour les 6 derniers mois. Elle méritait mieux de sa part. Sarah serra sa main, acceptant ses paroles avec élégance. Pour ce que cela valait, ajouta Gaines, il avait appris quelque chose ce jour-là. Le meilleur pilote n'était pas toujours celui qui avait le plus d'heures de vol ou la voix la plus forte. Parfois, c'était celui qui s'était préparé en silence, attendant le moment où tout basculerait. En quittant la salle de débriefing, Mitchell ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans sa carrière militaire. Non pas seulement l'acceptation, mais la reconnaissance pour ce qu'elle était réellement et pour ce qu'elle pouvait accomplir. L'Apache qu'on lui avait refusé ce matin-là était désormais préparée pour son dernier vol à Fort Bragg. Le lendemain, elle rejoindrait officiellement le 160th SOAR, où ses compétences seraient appréciées plutôt que remises en doute. Mais, plus important encore, elle venait de se prouver quelque chose à elle-même. Quand le moment décisif était arrivé, quand des vies ayant été suspendues à ses décisions, elle avait été prête. Tous ces mois de préparation, toutes ces heures d'études solitaires pendant que les autres volaient, toute cette détermination à persévérer malgré les obstacles, tout avait conduit à ce jour. Elle n'était pas une femme pilote, ni une aviatrice à qui l'on devait des considérations particulières. Elle était tout simplement l'une des meilleures pilotes de l'armée américaine. Et désormais, tout le monde le savait. 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait sur la ligne de vol de Fort Hood, au Texas, fief du 160th Special Operations Aviation Regiment. Autour d'elle, les hélicoptères les plus avancés du monde se préparaient pour des opérations nocturnes. MH-60
Blackhawks, MH47, Chinooks, AH6, Little Birds, tous peints d'un noir mat, la signature des Night Stalkers. Mais ce fut l'alignement des AH-64 Apache qui attira son regard. Ce n'étaient pas les modèles standards qu'elle avait pilotés à Fort Bragg. Ici, chaque appareil était une version spéciale, adaptée aux opérations clandestines, équipée des capteurs, armements et systèmes de communication les plus modernes. Ces machines représentaient le sommet de la technologie aérienne, et Mitchell était désormais qualifié pour les piloter toutes. La transition vers le sens Swansea avait été intense, mais gratifiante. Les Night Stalkers imposaient des standards qui dépassaient même ses attentes. Chaque pilote était exceptionnel. Chaque mission cruciale, chaque vol repoussait les limites du possible. Ici, son genre n'avait aucune importance. Seule la performance comptait, et celle de Mitchell était exemplaire. Elle avait suivi et achevé les programmes les plus exigeants de l'aviation militaire, gagnant le respect par ses compétences, sans avoir à lutter pour être reconnue. Son copilote du soir l'aborda avec le dossier de mission. « Extraction de personnel en territoire hostile », expliqua-t-il. Une cible de haute valeur à récupérer, forces ennemies présentes dans la zone, conditions météo difficiles, en d'autres termes, un mardi soir ordinaire pour les Night Stalkers. Sarah Mitchell esquissa un sourire en consultant les paramètres de la mission. Terrain complexe, pilotage technique, vie en jeu. Exactement le type d'opération pour lequel elle s'était préparée toute sa carrière. En marchant vers leur Apache, elle repensa à tout ce qui avait changé depuis ce matin-là à Fort Bragg. Les hommes qui avaient jadis douté de ses capacités venaient désormais chercher ses conseils. Les techniques qu'elle avait mises au point lors de ses missions de sauvetage étaient désormais intégrées au programme d'instruction officielle. Ce pilotage de précision, autrefois qualifié d'excentricité, était devenu la nouvelle norme. Mais surtout, elle n'avait plus besoin de se battre pour prouver sa valeur. Elle faisait simplement ce qu'elle avait toujours voulu faire, piloter les machines les plus avancées du monde dans des missions qui comptèrent vraiment. Son copilote lui demanda si, ce jour-là, quand elle avait décollé sans autorisation à Fort Bragg, elle avait eu peur. Sarah réfléchit, puis admit qu'elle avait été terrifiée, mais pas par le vol ou la mission. Ce qui l'effrayait, c'était l'idée de rester passive, alors que des vies dépendaient encore d'elle. Aujourd'hui, elle était à sa place. Pendant qu'il terminait les vérifications de vol, elle pensa aux jeunes femmes qui suivraient son exemple. Les barrières qu'elle avait brisées n'auraient plus besoin de l'être. Les préjugés cédèrent lentement la place à une évaluation fondée sur le mérite. L'armée changeait, lentement, mais sûrement. Mais le changement naît toujours de catalyseurs, de moments où l'ancien monde montre ses limites et où de nouvelles possibilités apparaissent. Les sauvetages de Sarah à Fort Bragg avaient été un tel moment. Les turbines de l'Apache montèrent en régime, leur sifflement distinctif emplissant l'air nocturne. Sarah parcourut ses derniers contrôles, ses mains se déplaçant avec une précision rodée sur le tableau de commande. La tour leur donna l'autorisation de décollage, ajoutant un simple souhait « bonne chasse ». Mitchell tira sur le pas collectif et l'hélicoptère s'éleva dans l'obscurité. En contrebas, les lumières de Fort Hood s'effacèrent à mesure qu'ils prenaient de l'altitude. Devant, la zone de mission les attendait. Quelque part, une vie dépendait de son courage, de son jugement et de sa volonté d'aller là où d'autres n'osaient pas. Elle était prête pour cette responsabilité. Elle l'avait toujours été, car briser les barrières ne consiste pas toujours à exiger la reconnaissance ou à revendiquer des droits. Parfois, c'est se préparer en silence pour le moment où vos compétences seront indispensables et prouver par l'action ce qu'aucun mot ne saurait exprimer. Sarah Mitchell l'avait fait. Elle avait montré que le meilleur pilote n'était pas défini par son genre ou son origine, mais par son talent, son courage et sa capacité à agir quand d'autres hésitent. En accomplissant cela, elle n'avait pas seulement transformé sa propre carrière, elle avait ouvert la voie à tous ceux qui viendraient après elle. Le ciel, finalement, avait de la place pour tous ceux capables de mériter leur place en son sein. Cette histoire vous a été présentée par Caporal de Pierre. Avant de vous quitter, une question. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a dû travailler 2 fois plus dur pour prouver sa valeur? Quelqu'un dont la compétence silencieuse a fini par parler plus fort que les préjugés? Partagez vos réponses en commentaire, dites-nous ce que cette personne représentait pour vous et comment elle a changé votre regard. Et si vous pensez que des récits comme celui-ci méritent d'être entendus, abonnez-vous à notre chaîne.
parce que les histoires les plus importantes sont souvent celles de ceux qui changent le monde, non par la confrontation, mais par l'excellence. Merci de faire partie de notre communauté. On se retrouve dans la prochaine histoire.